Bonjour à tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et ce nouveau reportage. Alors aujourd'hui, on est dans le désert, le temps est un petit peu mitigé mais on verra. Et on va être opportuniste aujourd'hui parce que, comme vous le voyez derrière moi, il y a un poste de l'armée et ce poste de l'armée permet d'accéder à ce qu'on appelle la route 10. La route 10, c'est la route frontalière qui part de Rafia, près de Gaza, jusqu'à Eilat. Et cette route, autrefois ouverte, moi je me souviens de l'avoir fait d'ailleurs en vélo en partie, aujourd'hui a été fermée pour des causes de sécurité. Mais 3 fois par an maintenant, pendant les vacances, l'armée autorise l'accès, donc tout est sécurisé, il y a des postes de garde, il y aura de l'armée tout au long du parcours, et l'armée autorise et ouvre la route. Alors la route 10 est une des plus belles routes d'Israël. Il y a beaucoup de choses à dire, on va pouvoir parler d'histoire depuis la haute antiquité jusqu'à l'histoire contemporaine. On va parler aussi d'actualité en abordant justement la question de la barrière de sécurité qui a été construite en 2012. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Ilan, il est derrière la caméra, il est en permission pour une semaine. Alors c'est vrai que comme il est à l'armée maintenant, on se voit plus beaucoup, mais donc aujourd'hui, on est ensemble. On le verra peut-être moins parce que comme j'ai dit, il est derrière la caméra, mais voilà, c'est une bonne chose d'être ensemble. Alors, on y va parce que l'heure tourne et le checkpoint va bientôt ouvrir. Voilà, on arrive sur la frontière. On va pouvoir parler de la frontière. Alors la frontière, elle mesure, enfin la barrière exactement mesure 242 km de Rafia jusqu'à Eilat, comme je l'ai dit. Alors on pourra reparler tout à l'heure vraiment de l'historique de cette frontière. En tout cas, en 2010, l'armée, le gouvernement a décidé de construire une barrière infranchissable sur tout le long de cette frontière égyptienne. À cause de deux choses. D'une part parce qu'il y avait énormément de migrants qui sont passés, donc essentiellement des Soudanais et des Érythréens. Alors ceux qui nous connaissent un petit peu savent que nous on a récupéré justement des enfants érythréens à Nitzana. On a fait un programme pour s'occuper d'eux. Ça c'était la première la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que il y avait aussi pendant toutes ces années des troubles importants dans le Sinaï. On va pouvoir aussi reparler tout à l'heure du Sinaï, le rôle historique, etc. Et donc, il y avait des tentatives d'intrusion de terroristes de Daesh, notamment qui travaillent parmi les Bédouins, en Israël. Donc, ils ont construit cette frontière pour ces deux raisons-là. Alors, on va parler un petit peu de la barrière de sécurité. Alors, elle a coûté 1,6 milliard shekels. Et chaque année, c'est 8 millions de shekels qui sont dépensés pour justement l'entretien de cette barrière. Alors, il y a plusieurs niveaux de protection. D'abord, il y a la barrière elle-même de 6 mètres de haut. Là, elle a été rehaussée de 3 mètres pour empêcher des intrusions, notamment de trafiquants de drogue. Aujourd'hui, c'est beaucoup de Bédouins qui font ça. Il y a aussi évidemment des barbelés et par endroits, il y a aussi des capteurs électroniques qui, avec les antennes qu'on va voir tout au long, qui transmettent des informations donc à un poste central là-bas et qui permet justement d'intervenir très rapidement si jamais on tente de pénétrer. Alors ça, c'est une première chose. Et puis deuxième chose, c'est de l'autre côté, il y a un fossé qui a été creusé avec un remblai qui n'est pas destiné à arrêter les véhicules, mais à ralentir éventuellement. Si un véhicule réussit à rentrer ici, il faut qu'il passe le remblai, ça le ralentit et l'armée peut intervenir plus rapidement. Allez, on continue. L'armée ne nous a rien dit, c'est tant mieux, parce qu'on n'a pas trop le droit de s'arrêter le long de cette frontière, mais on continue, il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. On voit aussi là-bas, on va voir, il y a des fortifications de l'autre côté, égyptiennes, qui ont été construites en même temps que les Israéliens ont construit la barrière. Ça n'existait pas autrefois. Moi, on a fait tout ça en vélo et il n'y avait absolument rien. Et les Égyptiens, donc, pour la protection aussi de la frontière, empêcher que des éléments perturbateurs ne viennent troubler Israël, eh bien, ont aussi construit tout un réseau de fortifications.
Alors là, premier arrêt, on a un poste de l'armée juste derrière nous et on va sur un site historique. Alors c'est une citerne nabatéenne. Alors des citernes nabatéennes, il y en a beaucoup dans la région. Elles ont été creusées pour les besoins de l'agriculture au 5e, 6e siècle, on va dire. C'est à peu près l'époque des vestiges qu'on a ici. Par contre, cette citerne, elle a une petite particularité. Donc on y va, on est parti. Alors on est arrivé à la citerne nabatéenne. Alors vous voyez que c'est pas gros. Par contre, elle est grande, elle est assez grande dedans. Alors il y a une spécificité pour celle-là. Voilà, c'est que je sais pas si tu arrives à voir, il y a de l'eau. Elle est pleine d'eau. C'est une des rares citernes, enfin que je connaisse en tout cas dans le désert, qui a de l'eau, pas en permanence, mais très très souvent. Alors c'est vaste, il y a de l'eau, ça demande que d'être exploré. Alors pour la bonne cause, je vais y aller. Il fait pas chaud, mais on va quand même y aller. Alors, on va prendre la GoPro. Ah, je confirme, elle est pas chaude. Je confirme, elle n'est pas chaude. Ah. Alors. Non, décidément, elle est pas chaude là. Par contre, elle est froide et ça saisit. Qui est maçonné et l'autre qui est creusé dans la roche. Ouais, elle est bonne, hein? Elle est bonne, ouais. Elle était fraîche au début. Il y a de l'eau, je pense qu'il y a plusieurs mètres de fond en dessous de moi. Et là, j'ai 50 cm au maximum au-dessus. Eh ben, c'est une expérience. Elle est bonne. Elle saisit au départ, mais après elle est bonne. Se baigner en plein désert, c'est quand même incroyable. Alors, tout à l'heure on était dans l'espèce de plaine qu'on voit derrière nous, et là on commence à monter sur le relief. Alors, la frontière, elle part vraiment en ligne droite depuis Rafihar jusqu'à Eilat, avec à un moment quelques petits zigzags. Alors pour la plaisanterie, on dit en général que ce sont les doigts du général anglais qui, lorsqu'il a pris la règle, a mis ses doigts et a dû faire le contour des doigts. Mais en fait, c'était simplement parce que les Anglais ont voulu récupérer des puits, enfin des sources d'eau qui étaient dans cet endroit-là, et donc ont réussi à bidouiller un petit peu pour ça. En fait, quelques mots peut-être juste sur cette frontière-là, qui est une frontière internationale, complètement artificielle. D'abord, la région dans laquelle on est, donc là on a le Sinaï, ici on a le Negev, c'est exactement la même entité au niveau géographique, c'est exactement le même désert. Longtemps, cette région du Sinaï a été une zone tampon, elle n'a appartenu à l'Égypte que très récemment, que depuis en fait 1906, justement là où l'année où la frontière a été formée. Donc en 1906, il y a eu ce qu'on appelait la crise de Aqaba. Les Ottomans qui étaient donc en Palestine ont voulu
ont proposé une frontière qui arrivait, qui leur donnait l'accès jusqu'au canal de Suez, et les Anglais ont refusé. Les Anglais ont fait pression très fortement sur les Ottomans, ont même envoyé ensuite leur marine au large des côtes ottomanes pour faire pression militairement, et les Ottomans ont accepté toutes les conditions des Anglais, et donc les Anglais ont récupéré tout le Sinaï, et ils ont imposé donc cette frontière-là aux Ottomans, qui ont dû accepter sans sourciller. C'est absolument magnifique. Ah, c'est ravin, c'est vraiment un relief extraordinaire. Alors par contre, on est en train de monter en altitude. Et regardez, je sais pas si on voit bien la température qu'il fait. 11 degrés. 11 degrés. Et on a presque l'impression qu'il va pleuvoir. C'est incroyable. Alors pour tout vous dire, on a tourné sur 2 jours. Hein. Mais entre hier et aujourd'hui, c'est pas du tout la même météo. Ah, c'est pas du tout la même météo, les mêmes températures. Hier on avait un ciel complètement dégagé, puis aujourd'hui c'est vraiment très très couvert. Mais c'est à couper de souffle. Alors là, on a une base qui surplombe vraiment l'Égypte, et c'est une base extrêmement importante parce qu'elle collecte tous les données et les signaux qui sont envoyés par les éléments électroniques de la barrière, et en même temps il y a des radars extrêmement puissants qui balayent tout le territoire en fait, hein, le long de la barrière. Alors je ne sais pas si c'est tout ou partie de la barrière, mais en tout cas ils sont extrêmement performants, et toutes les tentatives d'intrusion sont immédiatement détectées, et ensuite les informations sont données à des postes de l'armée qui sont construits tout le long de la barrière, évidemment au territoire israélien, et qui permettent d'intervenir très rapidement sur ces zones-là. Et nous, on en sait quelque chose parce qu'à Nitzana, à côté de Nitzana, il y a eu plusieurs tentatives comme ça, où d'ailleurs des hélicoptères ont dû intervenir. On les a vus tirer depuis chez nous. Et il y a eu d'ailleurs un mort israélien, il me semble. En tout cas, la voiture a été complètement détruite, une voiture qui avait pénétré en Israël et qui avait été justement bloquée par le fameux fossé dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est vraiment quelque chose une base extrêmement sensible et puis extrêmement performante en termes de détection et de protection. Alors là, on est sur le mont Rocha. On est en fait à côté de la fameuse base dont on parlait tout à l'heure. Mais l'intérêt ici, c'est qu'on est à 7 km de la Kadesh Barnea biblique qui est là-bas. Alors on voit assez mal, j'espère qu'avec l'appareil on pourra mieux voir. Donc on ne peut pas être plus près. En fait, la Kadesh Barnea biblique,
se trouve du côté égyptien de la frontière. Alors vous voyez que c'est vraiment une plaine complètement désertique, c'est extrêmement tourmenté, c'est magnifique et en même temps c'est vraiment particulier, d'une aridité impressionnante. On ne voit pas beaucoup d'arbres hein, de temps en temps. Et en fait, ce lieu-là a été le camp de base donc, du peuple d'Israël pendant presque 40 ans. Voilà, alors là-bas. Ouais, c'est assez. Il y a pas mal de brume, mais on peut comme voir. On voit alors entre la faille là-bas, on voit comment dire, on voit pas l'oasis en elle-même. Il y a un petit village bédouin visiblement, et on voit un peu de verdure. En fait, l'oasis doit être sur la droite. Il y a juste une espèce d'entonnoir dans le paysage là-bas, et là l'oasis doit être derrière, mais on peut quand même voir. C'est pas très loin, hein. Je sais même pas si c'est 7 km. Il faudra qu'on vérifie sur la carte. Alors là, on a un point de vue vraiment magnifique sur toute la région, aussi bien du côté israélien que du côté égyptien. Mais il fait froid parce qu'on monte, on est en train de monter vraiment. Et en même temps, c'est un peu couvert, mais c'est très très beau, très très beau. Et quand on pense que les Israélites sont restés pendant 39 ans plutôt, dans cette région-là, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Alors, Ilan est en train de préparer du thon fumé, méthode force spéciale de l'armée. Et moi je vais préparer le café parce que avec 10 degrés, alors on est à 800 mètres d'altitude à peu près. Celui-là, tu m'as dit ? Ah ouais ? Ah bah ça fait du bien de manger un peu chaud, de boire chaud. Voilà, donc là on revient à la base Ramon et on va quitter momentanément la route 10. Il y a une bifurcation pour aller sur ce qu'on appelle Har Ramon, c'est le mont Ramon, c'est le plus haut mont la plus haute montagne du Negev, 1032 mètres, et qui est un endroit qui peut être assez froid, et même très froid l'hiver, parce que, enfin pour le désert évidemment, c'est même un endroit qui peut être recouvert de neige, alors quelques heures dans l'année évidemment, ça a été le cas cette année. Et alors on va y aller, faire un petit décrochage, surtout qu'il y a pas mal de restes aussi, de vestiges archéologiques de la préhistoire. Alors là on est sur le plateau qui surplombe le cratère le cratère de מצפה רמון. Et alors c'est un plateau, un vaste plateau, très aride, très battu par les vents, et froid également, comme je l'ai dit. En hiver, les températures peuvent être négatives, même l'été, il fait froid. Le soir, il fait très froid, on met rapidement le pull. Et sur ce plateau, donc il y a un mamelon qui culmine,
et qui est le mont Ramon, et qui est le plus haut donc, sommet de tout le Negev. Alors au sommet, on va trouver un certain nombre de vestiges de l'époque chalcolithique, autant qu'il me semble. Et en tout cas, c'était des éleveurs et qui en fait alternaient entre l'été et l'hiver, qui alternaient les campements. L'hiver, lorsque les températures et les climats étaient trop rudes ici, eh bien ces gens se déplaçaient, descendaient d'ailleurs vers Nitzana, profitaient des conditions favorables, et l'été par contre, quand ça tapait trop en bas, eh bien ils remontaient ici et bénéficiaient d'une plus grande fraîcheur, de vent, etc. Donc voilà, c'était comment dire, une sorte de transhumance. C'est vraiment magnifique. Alors voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette découverte de la route 10 vous aura plu. Je vous donne donc rendez-vous pour un prochain reportage dans un mois. L'actualité Nitzana, c'est dans 2 semaines. Je voudrais également remercier tous ceux qui contribuent à nous aider par le biais de Tipeee. Ça nous aide vraiment, donc un grand merci à tous les donateurs. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.